Olivier Poisson, deuxième partie de l'interview. On avait rappelé ton métier de conservateur au patrimoine au ministère de la Culture, français pour ceux qui auraient raté un épisode. Là, on va parler au Perpignanais. Et le Perpignanais, il a observé qu'il y a du patrimoine, mais il y a des chaînes qu'on abat, comme disait Malraux, et il y a aussi un patrimoine qu'on est en train d'abattre, et on n'a pas attendu la loi Elan pour y aller, comme on dit en Espagne, franco. Alors, raconte-nous ton point de vue de citoyen, mais néanmoins de connaisseur, comme on dit. Oui, citoyen et habitant. Voilà. Et habitant du centre-ville. Non, pendant que nous parlons, les bulldozers achèvent de nettoyer tout l'îlot de la rue du Paradis, de la rue du Sentier, Mercadier, Bailly et Mercadier. C'est une quinzaine de maisons qui sont parties d'un seul coup. Et ces maisons, pour moi, ne sont pas... insalubres, parce que c'est le prétexte. Oui, elles sont peut-être insalubres si on veut se fixer sur les normes actuelles, évidemment d'habitabilité. Ce sont des maisons, hein. Elles ont été bâties pour être des maisons et elles ont été habitées jusqu'il y a quelques années. Donc elles ne sont pas aux normes, elles ne sont pas confortables si on veut, mais enfin, c'est pas pour autant que ces maisons étaient à démolir impérativement. Ce qui est surtout... comment dirais-je, ce qui est choquant, c'est cette volonté de déstructurer la ville. La ville de Perpignan a une histoire singulière et elle a des phases dans son histoire. Et ces phases se marquent dans sa morphologie, dans la manière dont les quartiers se sont bâtis, dont ils ont des rues parallèles ou pas, etc. Et là, on est en plein dans le Perpignan des rois de Majorque. On est en plein dans le Perpignan qui, à la fin du XIIIe siècle, connaît un développement absolument considérable, va tripler, quadrupler de superficie et met en place des structures urbaines régulières. C'est de l'urbanisme avant la lettre, si on veut, de l'urbanisme planifié avant la lettre. Et il y a des quartiers avec un tracé régulier, avec des parcelles équivalentes qui ont été là installées pour des petits, pour des gens modestes, pour des artisans, pour des journaliers, pour des petits agriculteurs, pour des tisserands, etc. C'est pas le quartier des aristocrates. Non, c'est Saint-Jean en fait, qui est juste en bas. Saint-Jean est le quartier des aristocrates et des bourgeois. Il n'y a pas beaucoup d'aristocrates à Perpignan. C'est surtout les grands marchands qui tiennent le haut du pavé. Et ce que je veux dire, c'est que cette structure de la ville, elle est capable encore aujourd'hui d'avoir une valeur et de témoigner du passé et d'offrir un cadre de vie appréciable aux gens. Parce que c'est un bâti qui a évolué. Certes, les maisons de Saint-Jacques aujourd'hui ne sont pas des maisons du Moyen-Âge, soyons très clairs. Hein, elles sont des maisons dont la base, peut-être, le bas des murs est du Moyen-Âge. Et puis après, début 20e, fin 19e. Oui, deuxième moitié 19e, peut-être un peu 20e dans certaines superstructures. Ce sont des maisons qui ont beaucoup évolué en montant. Hein. Perpignan est une ville qui est restée enfermée dans ses remparts jusque très tard, hein, jusqu'au début du XXe siècle, hein, il faut bien le noter. Là où Bartissol les a fait détruire. Non, Bartissol ne les a pas fait détruire. Bartissol est l'entrepreneur de la destruction. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il a été payé pour. Nom de Dieu. C'est la ville qui a détruit les remparts. C'est pas Bartissol. Bartissol, il est l'exécuteur. Il n'est pas le bourreau, voire. Voilà, peut-être. Peut-être. On peut regretter, oui, d'une certaine façon, les remparts de Vauban, qui étaient un véritable ouvrage d'art. Mais bon, c'est pas de ça dont on parlait. Moi, je pense que le quartier de Saint-Jacques, les quartiers comme celui de Saint-Mathieu, ces quartiers de ces urbanisations régulières de la fin du XIIIe siècle, sont un patrimoine pour Perpignan. On entend de la part des responsables, du maire, etc. Des responsables, tu vas loin. Moi, j'ai plutôt des irresponsables à mon avis. Mais bon. En tout cas, les gens qui ont aujourd'hui la capacité de prendre les décisions disent ça n'est pas du patrimoine. Ça n'a aucun intérêt. Le patrimoine, ce sont les monuments, ce sont les églises, c'est la place de la Loge, c'est le palais des rois de Majorque. Alors bien sûr que ces édifices sont du patrimoine. Mais le patrimoine vernaculaire, celui de la ville ancienne, celui des maisons, celui des petits détails, celui des corniches, celui des crochets pour mettre la poulie, pour monter le foin, celui des bornes au coin des îlots, celui des portes appareillées avec le caillou, c'est-à-dire la brique catalane. Ce mille et un détails, mille et une manières de faire, tout ça, c'est aussi du patrimoine. Ce n'est pas du grand patrimoine, mais c'est le patrimoine de la ville. C'est sa singularité. C'est ce qui lui donne son épaisseur, c'est ce qui lui donne son pittoresque, c'est ce qui lui donne sa variété
d'une maison à l'autre. Quand on aura rasé tout ça, parce qu'il faut bien savoir que quand on rase, c'est irrémédiable, c'est fini. On a fait la tabula rasa et on va dépenser énormément d'argent, soi-disant, pour réaménager ces secteurs, voire reconstruire, et on aura des édifices faits d'hier, en parpaing et en placo. Alors parpaing c'est dehors, le placo c'est à l'intérieur, etc. Et on aura quelque chose qui sera totalement banalisé, standardisé, et qui n'offrira pour, comment dirais-je, la perception qu'on peut avoir d'une ambiance particulière de Perpignan, qui soit non seulement son lieu, mais qui soit aussi son histoire, sa trajectoire historique, la superposition des différents éléments, des différentes époques, tout ça, toute cette histoire-là, elle aura été balayée, elle n'existera plus. Et moi, je pense qu'on en est arrivé à un point très grave, parce que tout ce qu'on a démoli dans Saint-Jacques, et depuis 3, 4, 5 ans, on s'en donne à cœur joie, eh bien, c'est la structure même de la ville, c'est sa capacité à témoigner et à offrir un cadre de vie intéressant qui disparaît à tout jamais. Et je pense que ces lotissements du XIIIe siècle, cette ville des rois de Majorque, elle avait une singularité. On ne le retrouve pas ailleurs. Et une fois qu'on l'aura rasé, on ne l'aura plus à tout jamais. Donc, à mon avis, il y a une erreur totale de perspective et de méthode. Parce que rénover la ville, évidemment, il faut que les logements soient habitables. Ils soient habitables aux normes contemporaines. Il n'y a même pas de discussion. On n'est pas en train de plaider le retour au Moyen-Âge et d'aller chercher l'eau à la fontaine et de vider son seau d'excréments au milieu de la rue. Et de faire passer des troupeaux de porcs pour nettoyer les rues. Bien sûr, nous n'oublions pas non plus que même encore au début du XXe siècle, la ville est pleine d'animaux, plein d'animaux de trait, parce qu'il n'y a pas d'autre force pour tirer les chariots que l'animal. Donc enfin, la ville a changé, nos modes de vie ont changé, tout ça est clair, mais on n'a pas besoin de raser la ville pour s'y adapter. Et raser la ville, c'est une erreur fatale, et nous sommes en train là, parce que ce qui a commencé à se faire, se fait à grande échelle, avec un projet très important, qui est à mon avis à bien des égards ridicule par son idée de dédensification. Alors qu'est-ce que ça veut dire dédensifier? Paris est la ville la plus dense du monde, est-ce qu'on va raser des îlots entiers pour je ne sais pas quoi, pour qu'elle soit moins dense? Est-ce qu'on va raser des îlots à Venise pour qu'elle soit moins dense? Non, la ville elle a son caractère et elle a sa manière d'être, et c'est cette manière d'être qu'il faut évidemment réhabiliter pour qu'elle trouve de nouveaux usages. La ville aujourd'hui, elle vit une situation de crise très grave. Elle grave notamment par rapport aux centres commerciaux périphériques et au développement périurbain qui ont affaibli d'une façon extraordinaire le centre-ville et sa capacité d'attraction. Et ce qu'il faut, c'est plutôt influer sur les facteurs externes ou mettre en place une politique qui va essayer d'insuffler de la vie nouvelle au centre-ville, plutôt que de passer la charrue en disant tout ça ne vaut rien, on va faire un jardin. Mais enfin, la ville, c'est pas un jardin, la ville, c'est la ville. Je trouve qu'on nage en plein contresens. Alors, on va sortir l'argument, mais et alors le retour du campus Mailly de l'université au centre-ville? Et bon, c'est pas le nouveau bâtiment, parce qu'il y avait un trou de toute manière là où il a été bâti. Oui. C'est le fait que ce vieux bâtiment qui est à côté de nous, qui est dû à la CGT, alors je me tourne et je montre puisque je suis là, on le voit à travers les portes, devienne une bibliothèque, et que le théâtre de 204 ans à l'italienne devienne un lieu où on va devoir transformer les normes et donc le bâtiment pour y donner des cours de droit. Oui, alors, écoutez, moi je crois qu'il faut ne pas tout mélanger. La décision de ramener une partie des enseignements universitaires au centre-ville, en soi, moi je ne considère pas que ce soit une mauvaise idée. Je pense que justement, ça fait partie des choses auxquelles on peut penser pour que on ait des raisons de venir en ville. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est quand même terriblement précipité, et je ferai d'énormes critiques sur la méthode. Moi, je suis architecte, je suis historien de l'art, j'observe les bâtiments, j'observe la forme, j'observe les espaces urbains, etc. Et je considère que ce qu'on a fait à l'ancienne église des Dames de Saint-Sauveur est un véritable massacre complet. Alors que cet édifice, et non seulement l'église proprement dite, mais toute la zone de l'ancien couvent, avait des potentialités absolument réelles d'une réutilisation intelligente. Et d'ailleurs, ces potentialités, elles étaient inscrites dans le plan
de sauvegarde de Perpignan, aujourd'hui en vigueur, et ce sont ces prescriptions que l'on n'a pas respectées. Alors, il y a quand même un paradoxe, et c'est la question de la méthode qui revient. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, parce que je ne peux pas faire un procès d'intention à nos édiles en disant... ou même au président de l'université, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, ce garçon. Oui, mais le président de l'université, lui, il regarde les choses, parce que finalement, c'est la ville qui est le maître d'ouvrage de toutes ces transformations et qui paye intégralement d'ailleurs ces locaux. Lui, le président de l'université, il en est le bénéficiaire après coup, mais il n'est pas le maître d'ouvrage, il n'est pas le maître de la méthode, il n'est pas celui qui a décidé qu'on faisait comment. Et c'est ça que moi je reproche, c'est que pour respecter la ville, c'est d'abord une affaire de méthode. Et surtout quand on est dans la ville ancienne, surtout quand on s'attaque à un monument historique, comme pouvait l'être le couvent des Dames de Saint-Sauveur, ce n'était pas protégé en tant que tel, mais c'était une entité historique bien connue. On a les plans du temps des Dames de Saint-Sauveur, on sait à quoi ça ressemblait, on sait à quoi servait telle ou telle partie du couvent, on sait où était le cloître, où était la fontaine, on sait où était la salle capitulaire, tout ça c'est connu. Et je pense que ça devrait être la base à partir duquel on peut raisonner, faire un projet qui respecte à la fois le passé et qui trouve des nouveaux usages pour le présent. Alors j'ai l'impression qu'on prend tout à l'envers. Est-ce que tu as vu l'université de Gérone qui se trouve justement dans du patrimoine, qui est à la fois modernisé tout en respectant le patrimoine? Par exemple, pourquoi pas Gérone, mais il y a 1000 autres exemples. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on soit ici dans une situation qui, moi, m'apparaît comme une caricature, alors que les exemples, ils sont très nombreux. Et que justement les villes qui ont un secteur sauvegardé comme Perpignan, qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont regroupées dans une association. Il y a une association nationale française des villes à secteur sauvegardé, dans lesquelles, par exemple, on va trouver des gens comme le maire de Pézenas, etc. Et quand vous écoutez les maires des villes protégées qui font, comment dirais-je, qui prennent appui sur la protection, sur le caractère patrimonial de leur ville pour la faire avancer, eh bien vous entendez un tout autre discours que celui de la dédensification, de ces quartiers qui ne valent rien, de l'insalubrité, de plutôt je dépose mon permis de démolir, mieux c'est, etc., etc. Et puis il y a un problème derrière l'idée de patrimoine, c'est aussi que c'est un quartier pauvre et que c'est un quartier discriminé. On se dit on va rien dire parce que ce sont des gitans qui vivent et des maghrébins pour la plupart aussi. Ça, c'est un autre Par problème. exemple, à la place de Belgique, il s'est agi d'abattre plein de bâtiments. Au dernier moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de bourgeois bohèmes qui avaient réinvesti le quartier. Ben, finalement, ils n'ont rien abattu. Écoutez, moi je crois, je ne tiens pas à m'exprimer sur des sujets que je ne connais pas ou que je ne connais pas bien. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'il ne sert à rien et il est inefficace de mélanger les questions d'architecture et d'urbanisme avec les questions sociales ou avec même les questions culturelles. Ça n'est pas en modifiant le bâti que vous modifiez les habitudes des gens, ou leur origine, ou leur niveau social. Sauf si on les met sous les gravats. Oui, mais enfin bon, ça c'est une pirouette. La question c'est qu'il existe, et moi je ne veux pas du tout cacher les difficultés, j'habite ces quartiers. Juste à la lisière de la Réal et de Saint-Jacques. Donc je connais très bien les gitans qui vivent à ma porte, avec qui je parle d'ailleurs, parce qu'on peut très bien leur parler. Ce sont des êtres humains, on doit le rappeler ça. Ce sont des êtres humains avec qui ils parlent catalan, c'est grâce à eux qu'on entend parler catalan dans les rues, mais ils parlent aussi très bien français, ne nous inquiétons pas. Donc moi ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas mélanger tous ces problèmes. S'il y a un problème social et économique avec certaines couches de population, qui ne sont pas seulement les gitans d'ailleurs, qui sont aussi les pauvres, les gens les exclus, les précaires, je veux dire, ça n'est pas en rasant les quartiers qu'on va résoudre ce problème. Je veux dire, ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. À ce moment-là, c'est un travail social qu'il faut faire. C'est un travail d'intégration par le travail, par la formation, que sais-je. Mais c'est pas ma compétence, j'ai rien à en dire, si ce n'est comme citoyen en lisant les journaux. Mais je veux dire, ça n'est pas en charcutant la ville qu'on va résoudre le problème social des quartiers. Certainement pas. Alors on va peut-être créer un effet de souffle. Et ces gens-là vont prendre peur, ou en tout cas vont se dire, oulala, c'est pas pour nous. Donc on s'en va. Mais ça, après tout, que nos édiles en prennent la responsabilité. Je pense qu'on mélange. Je crois qu'on mélange beaucoup de choses et qu'on croit résoudre une situation avec des moyens qui ne sont pas appropriés. Olivier Poisson, merci.